bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, 30 juin 2016, point de presse du gouvernement, acte 6. Grâce nous est faite de nous retrouver encore pour échanger autour de certaines questions d'intérêt majeur. Au tableau des invités, nous recevons M. Rémy Fulgence Dindino, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui, en guise d'introduction, s'exprimera sur une question d'actualité. À sa suite, M. Bathio Nestor Bassière, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, nous parlera de quelques chantiers de son département, à savoir la reforestation, l'interdiction et ou le rachat des sachets plastiques et le projet économie verte. Enfin, le ministre d'État, M. Simon Compaoré, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, nous entretiendra sur les interpellations effectuées par les forces de défense et de sécurité en rapport avec les attaques terroristes que notre pays a subies courant janvier. Il s'ensuivra une série d'échanges avec les journalistes et le mot de fin de M. le ministre porte-parole du gouvernement viendra clôturer le présent point de presse. De ce pas, nous allons aller à l'écoute de M. le ministre porte-parole du gouvernement pour sa note introductive sur l'actualité. Bonjour chers consoeurs et chers confrères. Aujourd'hui, je voudrais commencer ce point de presse en mettant l'accent sur la rencontre annuelle qui se tient actuellement à Kaya, Administration nationale et secteur privé du tourisme, pour souligner que le programme présidentiel met l'accent sur l'amélioration de la qualité et de la compétitivité de notre offre touristique, ainsi que la promotion de l'image du Burkina comme destination privilégiée des touristes et des investisseurs touristiques. Il est clair que, justement, en raison avec les questions sécuritaires, ce que notre pays a connu ces dernières années a eu un impact considérable sur l'évolution du tourisme. On peut relever, entre autres, la baisse de 3,9% et 3,5% respectivement en 2014-2015 des arrivées de touristes, la fermeture temporaire de 2 établissements classés 4 étoiles à Ouagadougou et d'un restaurant de touristes, des pertes directes de plus d'1 milliard de francs CFA à la suite des attaques terroristes. Dans l'immédiat, donc, l'une des priorités des nouvelles autorités communales qui sont en train d'être installées devrait certainement consister à œuvrer, avec l'appui du gouvernement, à l'aménagement et à la revalorisation de nos sites touristiques majeurs, tant au niveau de nos grandes villes qu'à l'intérieur du pays. Il faudrait également encourager les Burkinabés qui, dans quelques temps, pour beaucoup, vont prendre les vacances scolaires et les vacances administratives, de bénéficier de cet espace touristique-là et d'être les premiers consommateurs du tourisme au niveau du Burkina Faso. Il faut également souligner et saluer tous les organisateurs d'événements, publics comme privés, qui ont le réflexe de prendre en compte l'organisation de toute manifestation et tout élément qui permet notamment de créer des circuits touristiques, des excursions, des tours et des dégustations de mets locaux. Alors je voudrais donc vous appeler, à travers donc vos médias respectifs, à cette entrée donc de la période des vacances, à encourager les Burkinabés à être des premiers consommateurs de l'industrie touristique burkinabé pour que chacun d'entre nous joue sa partition parce que ce tourisme est également fortement créateur d'emplois. Nous sommes tous d'avis que le mois de juin marque bien sûr l'installation progressive de la saison hivernale qui est essentiellement consacrée à des actions majeures de restauration et de gestion durable des ressources environnementales et singulièrement des ressources naturelles du Burkina Faso. La campagne de reforestation qui se déroule chaque année demeure un des moyens pour restaurer les écosystèmes afin de lutter contre la désertification et les effets néfastes des changements climatiques. Et 2016, bien entendu, ne déroge pas à cette règle. Bientôt, mon département sera sur le terrain pour une fois de plus la lutte contre la déforestation. Car en effet, au Burkina Faso, si l'on n'aurait pas un petit point d'histoire, les superficies forestières étaient estimées en 2002 à 13,3 millions d'hectares, soit 48% du pays. De ces superficies forestières, seulement 3,815 hectares sont classés, soit 14% du pays, alors que les normes internationales préconisent une couverture de 30% des forêts classées. C'est pourquoi l'objectif de la campagne de reforestation de 2016 est de produire et de mettre en terre, comme nous l'avons aussi bien dit, plus de 8 millions de plants
en vue de permettre la création ou la restauration de nos écosystèmes forestiers au niveau des différentes régions afin d'accroître nos superficies forestières. D'où le thème, cette année, accroître nos superficies forestières pour lutter contre les effets du changement climatique. Pour la présente campagne de reforestation, il s'agira essentiellement de mettre l'accent sur la restauration des forêts ainsi que la création de nouvelles forêts pour accroître le taux de couverture végétale du pays. Pour ce faire, chaque commune devra procéder à des actions de reforestation allant dans ce sens. Bien sûr, le lancement officiel, puisqu'on le fait chaque année pour donner le top de départ et inviter la population. Donc ce lancement de la campagne de reforestation qui est chaque année placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sera cette année à Kaya, dont la date est en discussion. Ensuite, le point qui alimente les débats, c'est la fameuse loi sur l'interdiction de production et de commercialisation des sachets non biodégradables. Vous savez, cette loi date du 20 mai 2014. Elle est rentrée en vigueur, je dis bien, elle est rentrée en vigueur depuis 2015. Le sachet, dès sa conception, doit être remplacé par le sachet biodégradable. C'était la conception de la loi. Ces derniers, si on prend le sachet biodégradable, est un sachet qui met au moins 60 mois pour se dégrader en milieu naturel. Il est de plus en plus utilisé par les acteurs économiques tels que les supermarchés, les pharmacies. Mais on comprend donc que le sachet n'est pas disparu comme une certaine opinion l'attendait. Parce que s'il faut 60 mois, ça veut dire que le sachet ne peut pas disparaître dès le lendemain. En prenant en compte l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables, la loi permet de faire face à l'aggravation du fléau des sachets plastiques. Sa mise en œuvre avec des actions de contrôle des ministères en charge de l'industrie, de l'environnement et de la douane devait aboutir à une réduction drastique de l'usage des sachets plastiques non biodégradables. Après l'adoption de la loi, plusieurs actions pour sa mise en œuvre ont été réalisées au niveau de mon département. La mise en œuvre effective de cette loi implique donc l'adoption des textes d'application. C'est ainsi qu'en février 2015, au moment où la loi entrait en vigueur, le gouvernement a adopté plusieurs textes d'application dont, je cite, le décret 2015 du 30 juillet 2015 portant contravention et amendes administratives applicables en matière d'emballage et de sachets plastiques. L'arrêté 2015 du 27 février 2015 portant conditions de récupération et d'élimination des emballages et sachets plastiques non biodégradables, non interdits dans le domaine de la santé, de la sécurité et de la recherche. L'arrêté 2015 du 27 février 2015 portant procédure d'homologation des emballages et sachets plastiques biodégradables. D'autres textes sont en cours d'élaboration, dont l'avant-projet de la loi portant taxe sur l'importation et la fabrication des matières plastiques non biodégradables. L'arrêté conjoint portant liste des produits manufacturés conditionnés directement dans les emballages et sachets plastiques non biodégradables. L'arrêté conjoint portant procédure d'autorisation spéciale de production, d'importation, de commercialisation et de distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Au titre des mesures financières et des campagnes de sensibilisation et de collecte, il faut noter que dès l'adoption de la loi, une campagne de sensibilisation a été organisée dans les régions. Suite à l'adoption de la loi au titre des mesures de contrôle, il est à souligner que la mise en œuvre efficace de la loi passait par le contrôle. Et des sorties de sensibilisation ont d'abord été conduites à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso en 2015, dans les grandes alimentations, les pharmacies et les unités de production et dans sassage d'eau. Par la suite, des sorties de contrôle ont pu être effectuées en octobre 2015 à Ouagadougou, Zignaré et Kombisiri. Le constat après cette sortie est que beaucoup d'emballages plastiques étiquetés biodégradables ont été mis sur le marché sans une homologation préalable. Les produits non conformes ont été saisis et confisqués. 256 paquets de 2000 sachets plastiques et des contraventions amendées. Le bilan de la mesure d'interdiction des sachets non biodégradables se traduit par le nombre d'avis favorables
d'importation qui sont délivrés sur la base de certificats de biodégradabilité et d'échantillons des sachets. Ces autorisations se répartissent entre les exemptions. Bien sûr, il y a des produits, on n'a pas le choix. Ces produits sont obligés de venir dans des sachets non biodégradables. L'emballage n'est pas remplaçable et il sera immédiatement collecté dès son utilisation. Ensuite, les homologations, l'emballage en ce moment est biodégradable. À la fin du mois de mai 2015, on dénombrait 134 homologations et 19 exemptions délivrées par la Direction générale de la préservation de l'environnement. Le sachet biodégradable est donc de plus en plus utilisé dans notre pays. Toutefois, nous ne devons pas occulter les contraintes que rencontre la lutte contre les sachets. Malgré les efforts du gouvernement, force est de reconnaître de nombreux produits de grande consommation continuent de rentrer de manière frauduleuse sur le territoire national, dont les sachets. La plupart des pays voisins ont interdit les sachets plastiques non biodégradables, mais il faut reconnaître que la rigueur dans l'application de cette mesure biodégradable en vue de financer la collecte et le recyclage des sachets, des déchets plastiques transmis au ministère en charge de l'économie et des finances pour son insertion dans la loi de finances. Et le renforcement des capacités de plus de 300 agents en charge du contrôle dès le mois passé à Bobo-Dioulasso sur les procédures de contrôle. Pour la mise en œuvre de cette loi, le ministère de l'Environnement rassure que très bientôt le contrôle sur l'application de la loi se fera par la police environnementale que nous venons de mettre en place. Nous avons également, avec le ministère de l'Économie et des Finances, eu la possibilité de commander les appareils nous permettant de savoir faire la différence entre un sachet biodégradable et un sachet non biodégradable. Donc c'est pour dire, inviter la population que très bientôt, il y aura des contrôles et nous allons passer à la phase finale qui est la mise en œuvre de cette loi. Ensuite, vous savez, lorsque la loi a été votée, l'objectif du gouvernement, c'était avant la mise en œuvre de cette loi que les sachets qui étaient déjà disponibles sur le territoire national, que quand même, il fallait aller dans le sens du ramassage pour rendre le cadre de vie sain en attendant bien sûr la mise en œuvre de la loi. C'est ainsi qu'il y a eu le projet national de traitement et de valorisation des déchets plastiques qui a été créé par arrêté le 26 février 2015 suite aux mesures sociales appelées Opération Zéro Sachet Plastique. Donc, l'objectif général du projet était de contribuer à réduire les impacts négatifs des sachets plastiques sur l'environnement, la santé humaine et animale et de promouvoir les emplois verts décents. Le projet a démarré en avril 2015. Il est prévu pour s'exécuter sur 3 ans et il couvre le territoire national avec un budget de 6,5 milliards sur les 3 ans. Le projet est financé par le budget national 85% et la Chine-Taïwan 15%. L'opération d'achat, au total, 2 565 tonnes de sachets, de déchets plastiques ont été achetés, dont environ 61% à Ouagadougou et ses environs, et le reste dans les régions des provinces du Burkina. Ces déchets sont achetés auprès de 98 associations, dont 2100, bien sûr, personnes, pour une valeur totale de 320 664 125 francs CFA directement remis aux vendeurs. Pendant l'exécution du projet en 2015, des difficultés ont été rencontrées par mon département, dont la plupart ont été causées par le retard dans le déblocage des fonds et l'insuffisance des crédits alloués au projet. Des solutions doivent être prises, à notre avis, au regard des réclamations formulées par les détenteurs qui demandent à être prises en compte lors des opérations prochaines. Les activités du projet au titre de 2016 consistent à appuyer l'organisation des acteurs de la filière de gestion des déchets plastiques, acquérir des terrains, construire et équiper des centres de collecte et de traitement des déchets plastiques, acheter les déchets plastiques, ce qui était déjà prévu. Donc cette année, on compte acheter 2400 tonnes. Assurer le fonctionnement des unités de broyage et des unités de recyclage des déchets plastiques.
concevoir des guides et organiser des sessions de formation des acteurs, et réaliser des missions de prospection, des voyages d'études, des sessions de sensibilisation dans des pays qui sont en avance sur nous sur la gestion des déchets. Et réaliser une étude de référence et d'évaluation environnementale stratégique du projet, élaborer et valider des textes d'application de la loi sur l'interdiction de l'importation des emballages non biodégradables. Pour cette année, au niveau du budget 2016, il est prévu 1,5 milliard pour cette année 2016. Mais il faut reconnaître également qu'à ce niveau, le taux d'exécution est faible au regard des contraintes parce que nous avons pris le temps qu'il fallait pour voir réellement qu'est-ce qui se passait au niveau du projet avant d'aller vers l'exécution des activités programmées au titre de 2016. L'estimation des stocks de déchets plastiques se présente comme suit. Environ 3200 tonnes de déchets achetés et stockés en attente de valorisation sans les quantités incendiées dans quelques localités. Une estimation de 3200 tonnes de déchets collectés en attente d'être achetés. Donc, cette année, nous pensons que ceux qui ont collecté, nous allons reprendre le processus pour voir quelle quantité le projet pourra acheter cette année. Dans un souci d'équité et de transparence, un comité ad hoc, dont les travaux ont démarré depuis 2 semaines et que normalement tu dois déposer ces travaux d'ici la fin de ce mois, a été mis en place pour réfléchir sur les opérations d'achat. Donc, il faut réfléchir sur comment est-ce que nous allons continuer toujours à racheter les déchets dans leur état ou nous allons demander aux gens de trier et avoir plusieurs guichets pour le rachat. Nous allons accélérer le déblocage des fonds de 2016, ça avec le ministère de l'économie et des finances. Nous sommes dans le processus de déblocage, ce qui va nous permettre au projet de commencer normalement à fonctionner d'ici le début du mois d'août. La notion d'économie verte n'est pas une notion nouvelle sur la scène internationale, mais au niveau du Burkina, il faut attendre par notion d'économie verte une gestion rationnelle de l'ensemble des ressources naturelles avec plus d'équité et vers la création d'emplois. Pour qu'ensemble nous sortons le référentiel du Burkina, il est prévu l'organisation de l'Académie sur l'économie verte qui va regrouper l'ensemble des acteurs. Donc, très bientôt, vous aurez l'orientation en termes de programme et en termes d'action du ministère et du Burkina Faso en notion d'économie verte. Mesdames et messieurs, depuis l'attaque meurtrière du 15 janvier 2016 à Capuchino et à l'hôtel Splendide, perpétuée par des terroristes et ayant occasionné la mort d'une trentaine de personnes et la neutralisation de 3 assaillants, les forces de sécurité se sont évertuées à retrouver les commanditaires et les complices de cet odieux acte, de même que ceux ayant agi dans les attaques terroristes précédentes. Des actions de recherche, d'investigation, de suivi ont été engagées et menées, et cela simultanément par les services de renseignement, la police judiciaire, les unités d'intervention, et tout cela en collaboration avec les citoyens et les services étrangers, voisins et amis. Ces actions menées avec assiduité et abnégation par les services de sécurité du Burkina ont permis l'interpellation de plusieurs suspects. À ce jour, le bilan est le suivant. 49 interpellations de personnes de plusieurs suspects de nationalités diverses, dont 3 femmes. Après donc des investigations poussées, 39 personnes ont été relaxées pour insuffisance de preuves et 10 personnes ont été retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Oursi en août 2015. À ce jour, 6 individus en lien avec l'attaque de Ouagadougou, dont les noms sont connus des services de sécurité, sont encore activement recherchés. Et pour ce faire, la contribution des pays voisins
et d'Afrique du Nord a été fortement requise pour la circonstance. Il y a lieu de noter qu'indépendamment de ce qui a été dit, 2 personnes de nationalité burkinabé ont été arrêtées par les forces de sécurité et déférées depuis 2015. Et ces personnes sont des jeunes qui ont été fortement endoctrinés et radicalisés et sont membres d'un groupe de terroristes dont l'objectif était d'installer un Katiba au Burkina Faso, c'est-à-dire un groupe de djihadistes. Ils ont été appréhendés avec en leur possession une forte somme d'argent, une ceinture d'explosifs et de grenades. À ce jour, les 2 sont en prison et disons que les enquêtes se poursuivent. Nous allons à présent permettre aux journalistes de vous poser des questions. Donc, nom, prénom. Franck Aristide, GFA, Ouaga FM. Alors, juste une question, Monsieur le ministre de l'Environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État burkinabé est confronté à des problèmes pour contraindre justement certaines entreprises qui, on le sait, produisent des sachets non biodégradables, d'autant plus qu'on le sait également, ces structures-là emploient bon nombre de jeunes et aussi payent régulièrement leurs impôts? Au niveau de l'État, il n'y a pas de contrainte majeure. Nous avons dit que nous avons délivré des homologations et des exceptions. Parce qu'il faut reconnaître que tous les produits ne peuvent pas venir au Burkina dans des sachets biodégradables. Et c'est pour ça que l'État a pris le soin de demander aux structures dont les produits ne peuvent pas venir dans des sachets biodégradables de rentrer en contact avec nos services techniques et nous allons leur délivrer l'autorisation qui leur permet de faire rentrer les sachets non biodégradables. Mais la condition, c'est que ces sachets doivent être immédiatement récupérés et valorisés. Voilà. Donc maintenant, tous les autres, normalement, ils ont l'obligation, en tout cas, de faire entrer des sachets biodégradables. Non, nous n'avons pas de contraintes à ce niveau. C'est au regard des contraintes et des produits. Localement, si vous prenez par exemple le ciment, aujourd'hui, la question se pose. Voilà. Si vous prenez le ciment, aujourd'hui, l'ensemble des cimentiers, aujourd'hui, on a déjà rencontré nos services techniques, puisque aujourd'hui, d'aucuns pensent qu'à la longue, ils pourront mettre désormais les ciments dans des sacs biodégradables, mais ça prendra le temps. Mais en attendant, on est obligé de les autoriser, quitte à ce que ces plastiques-là soient récupérés et valorisés. Nous avons déjà eu une discussion avec Sim Burkina, qui aujourd'hui décide la transformation, la récupération des sachets pour produire de l'énergie. Donc, ça veut dire que nous sommes également dans cette voie. Donc, ça veut dire qu'il y a des structures, effectivement, pour l'instant, ils ne peuvent pas utiliser des sachets biodégradables. Et en ce moment-là, c'est avec l'autorisation du gouvernement. Moi, c'est Hervé Dapa de BF1 Télé. Vous avez énuméré un certain nombre de moyens en parlant de 3 camions et de quelques tricycles. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces moyens sont un peu dérisoires face à la tâche qui s'avère énorme? Est-ce qu'il ne faut pas mettre assez de moyens pour aller plus vite et plus efficacement? Quand on regarde effectivement les moyens, on peut déjà conclure que les moyens ne sont pas à la hauteur des ambitions du projet. Mais il faut situer le projet dans son contexte. C'était normalement un accompagnement du gouvernement. Sinon, quand on regarde l'autonomie de nos collectivités, l'État a fait ce pas pour accompagner nos collectivités. Aujourd'hui, il est impensable que l'État vienne rendre Ouagadougou propre au détriment du conseil municipal de Ouagadougou. Mais nous apportons un plus. Le gouvernement veut, à travers le souci au départ, c'était des mesures sociales, contribuer à alléger la tâche du conseil municipal, par exemple, de Ouagadougou. Mais à la longue, voilà pourquoi la réflexion se mène. Au bout de 3 ans, normalement, le projet prend fin. Cela veut dire que déjà, sur 3 ans, on aura quand même, on aura participé, bien sûr, à la collecte de ces déchets et quand même apporter un plus au niveau du conseil municipal, quitte à ce que le conseil prenne le relais. Boukari Ouedraogo, journal Notre Temps. Monsieur le ministre, c'est concernant l'agrément aux commerçants qui vont chercher le sachet plastique. Vu que vous n'avez pas le matériel adéquat pour pouvoir déterminer si effectivement le sachet est biodégradable ou pas, comment est-ce que vous pouvez continuer toujours à délivrer ces agréments
sachant que c'est très difficile de pouvoir faire ce contrôle-là. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, c'est concernant les sociétés qui interviennent dans la fabrication des plastiques au niveau du Burkina. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que ces structures-là puissent également rentrer dans cette nouvelle logique-là, à savoir fabriquer tout ce qui est biodégradable? En ce qui concerne la première question, je pense que si un commerçant se présente à nos services avec un sachet pour dire que je fais rentrer ce sachet qui est biodégradable, il a l'agrément. Bon. Maintenant, si après il fait rentrer des sachets non biodégradables, je pense que c'est là où se trouve le contrôle en ce moment. Il peut nous présenter un sachet biodégradable et puis faire rentrer un sachet non biodégradable. À l'inverse aussi, c'est possible. Donc, c'est au service technique, comme je l'ai dit, en collaboration avec la douane au niveau du cordon frontalier et également au niveau des grandes surfaces, de pouvoir déterminer si le sachet est biodégradable ou pas. Ça relève maintenant de nos compétences. Nous l'avons dit qu'au départ, c'était à l'œil nu, on le faisait. Mais aujourd'hui, nous avons pu, avec le ministère de l'Économie et des Finances, avoir les ressources nécessaires pour l'acquisition de ces appareils qui vont nous permettre de mieux faire le contrôle. En ce qui concerne ceux également qui fabriquent les sachets à l'intérieur, c'est la même chose. Nous avons dit que désormais, nous allons procéder au contrôle. Maintenant, les structures installées au Burkina, tu ne le font pas, il y a des taxes qui sont prévues, il y a des amendes qui sont prévues. Tu peux aller jusqu'à la fermeture. Donc, c'est à nous, en tant que structure technique chargée de l'application de la loi, de prendre toutes les mesures pour la mise en œuvre de la disposition. Mais on tient à vous rassurer que bientôt, la police environnementale, nous l'avons formée, elle n'existait pas, elle vient d'être installée, cela veut dire que déjà, nous allons vers le contrôle. Et le contrôle ne va pas concerner uniquement les sachets. La police environnementale va s'occuper de toutes les questions liées à l'environnement. Donc, nous aurons une police de veille également sur notre environnement. Nous, en tant que citoyens aussi, nous devons changer de comportement en se disant, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont là pour ramasser qu'il faut jeter les sachets. Également, l'éducation va jusqu'à la base. En famille, apprendre à l'enfant qu'il ne doit pas jeter tout dans la cour parce qu'il y a une bonne pour ramasser. Il doit apprendre que lorsqu'il a un sachet, il doit aller vers un coin qui est réservé à ça. En ce moment, depuis son bas âge, il grandit et il aura ce comportement en lui. Donc c'est pour dire que le cadre de vie, c'est l'affaire de nous tous. Franck Aristide, GFA de Ouaga FM. Alors, Monsieur le ministre, dans votre mot introductif tout à l'heure, vous avez parlé du manque à gagner suite donc à la fermeture de certains établissements hôteliers, fermeture consécutive donc à l'insurrection populaire. À quel niveau ça coince en ce qui concerne justement, on va dire, la réouverture de ces établissements hôteliers, en ce qui concerne la réflexion ou la reconstruction? En ce qui concerne la reconstruction, je pense que sur l'hôtel de Ouagadougou, il est reconstruit. Le promoteur l'a remis à niveau. En ce qui concerne notamment le Splendide, qui est le deuxième cadre, mais d'ailleurs qui a été le plus meurtrier dans le cadre de ces attaques-là, il y a effectivement, d'abord le promoteur est revenu, il est de retour à Ouagadougou. Il a entrepris de réaliser en partie ce qu'il avait promis à son fils, c'est-à-dire donc cet espace McDo destiné aux jeunes de la cité. Et donc il a besoin également, je pense, de se refaire avant de revenir ce qui était du cappuccino. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'hôtel est reconstruit. Pour l'autre hôtel, c'était Yibi qui était en travaux. Les travaux ont également repris. Donc je pense que le manque à gagner pour moi, il est plus en termes de perte de recettes, de revenus et d'activités. Et à ce niveau-là, donc les différents ministères en charge de la question étudient les possibilités d'accompagner donc les acteurs dans le domaine. Jérémy Koulibaly, AFP Vidéo. Monsieur le ministre, je voudrais juste une précision sur les deux Burkinabés. Si j'ai bien saisi, vous avez dit qu'ils ont été interpellés en 2015, alors que les attaques terroristes ont eu lieu en janvier 2016. Si vous aviez ces deux personnes-là qui avaient l'ambition de monter une Katiba au Burkina, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité donc d'anticiper ce qui nous est arrivé? Il faut savoir que les actions terroristes, d'abord, de façon globale, sont des choses qui ne sont pas maîtrisables comme ça. Donc, anticiper, oui. Déjà, tous les pays étaient déjà en position d'alerte, dont le Burkina Faso, et on savait que quelque chose se préparait par la nébuleuse
mais où, quand et comment, personne ne pouvait le prédire. Donc, les forces de l'ordre, les forces de sécurité avaient déjà pris des dispositions en termes donc, de sécurité, mais vous savez qu'en pareille circonstance, aucune sécurité ne permet d'avoir un risque zéro. Donc l'attaque de Capucino a été pas une grande surprise, mais c'est quelque chose qui a plus ou moins agi dans le contexte de sécurité globale dont nous savons que le Burkina Faso pouvait être attaqué. Je suis Romaric Guène, je travaille pour l'AFP. Je voudrais savoir juste par rapport aux 6 personnes qui sont activement recherchées et que vous demandez la coopération des pays voisins et des pays de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut avoir leur nationalité? Deuxième chose, sur les 2 Burkinabés, est-ce qu'on sait à peu près à partir de quand ou s'ils ont été formés dans des camps djihadistes ou dans des camps de groupes terroristes? Vous savez, la lutte contre le terrorisme, ça se mène à beaucoup de niveaux, dont un des aspects, c'est la sécurité, les aspects sécuritaires, et il y a aussi la justice qui travaille dessus. Les enquêtes se mènent toujours, donc il n'est pas très probant que nous puissions délivrer ici les nationalités des pays concernés. Ce qu'on peut dire de façon globale, c'est que il y a des pays amis comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme le Niger, avec qui le Burkina travaille déjà au niveau des services de renseignement, donc pour appréhender le phénomène. Donc c'est eux qui nous remontent quelques informations. Dans le cadre de la coopération et de la collaboration que nous faisons ensemble, nous recevons des noms à vérifier dans nos fichiers et ils nous donnent des indications donc, par rapport à la recherche des gens. Et par rapport aux 2 Burkinabés qui ont été pris, c'est des jeunes effectivement de la trentaine. Donc c'est 2 jeunes de la trentaine qui ont été formés au Niger. Ils disent avoir été formés au Niger par des émirs, dont un des leurs patrons spirituels était un Burkinabé. Donc Cheikh Ibrahim, qui a formé donc, ces agents-là. Et après, ils ont migré à Tombouctou, où ils sont restés là-bas pour un temps, pour former, continuer à faire leur formation. Et ils ont participé à beaucoup d'actions djihadistes, et même contre l'aménagement, malheureusement. Et vous savez tous qu'il y a eu 9 Burkinabés qui ont perdu la vie au cours donc, des missions de maintien de la paix au Mali. Donc, vous comprenez que des parents des Burkinabés ont agi contre des Burkinabés. Donc, ils ont été déférés, c'est des jeunes. Et malheureusement qui sont très endoctrinés, qui sont radicalisés. Et nous pensons que le reste de la troupe qui est au Mali, on pourra certainement mettre la main sur eux très bientôt. Je voudrais revenir sur disons les 10 personnes dont le ministre d'État Simon Compaoré a parlé. Vous avez dit qu'il y a 3 personnes qui présentent un intérêt certain pour notamment les attaques de Capucino. Est-ce qu'on peut avoir une idée de leur degré d'implication dans ce qui est arrivé? Est-ce que ce sont des gens qui ont assuré la logistique? Est-ce que ce sont des gens qui ont participé? Puisque à un moment donné, on s'interrogeait même sur le nombre exact des assaillants du Splendide et de Capucino. Quel est leur degré d'implication dans ce qui est arrivé? Dans le cadre de la collaboration que nous avons établie entre un certain nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina, le Sénégal, il y a eu plusieurs rencontres, notamment à Abidjan, au moins 2, des rencontres au cours desquelles nous avons décidé d'échanger les informations. Vous savez que dans cette bataille, l'information compte beaucoup. Vous ne pouvez pas envoyer des gens sur le terrain comme ça en disant de faire des enquêtes. Il faut qu'ils aient des filons pour exploiter. Et donc ces filons-là viennent des informations que vous pouvez obtenir à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Et lorsque vous décidez d'échanger, bon, ça vous permet, vous, de donner des informations à ceux qui sont dehors et à ceux qui sont dehors de vous donner des informations. Et c'est comme ça, puisque chacun gère un fichier d'éléments terroristes dangereux en échangeant, et on a fait des recoupements qu'il y a des noms qui se répètent aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ici par rapport aux attaques de Grand Bassam et de Capucino et Splendide Hotel. Et donc, ces traces-là nous ont amenés à remonter un peu pour voir finalement
que parmi les trois, là, il y a un qui est passé ici, à Ouagadougou. Il est venu du Mali, ou c'est du Niger, Burkina, remonté en Côte d'Ivoire. Et avec les véhicules, donc on a pu remonter tout cela. Donc probablement, on continue à affiner les recherches. Probablement, ça doit être les mêmes éléments qui ont dû faciliter ou être des vecteurs importants pour l'attaque de Ouagadougou, mais aussi de Grand Bassam. Bon, ça demande à être affiné, mais c'est dans la collaboration que ces éléments-là sont ressortis, aussi bien sur les tablettes de nos amis ivoiriens que sur nos tablettes ici au Burkina. Il y en a qui sont des logeurs, qui ont été des logeurs, qui ont accueilli ceux qui sont recherchés, qui ont été les commanditaires. Il y a ceux qui ont fourni des matériels donc, de soutien pour que l'action puisse avoir lieu. Donc, il se trouve que ce soit les Ivoiriens, les Nigériens, les Maliens, chacun a des noms, donc d'éléments, des gens qui ont été interpellés chez eux et pour lesquels donc, ils souhaitent que nous faisons le même travail pour que l'on puisse recouper. Et certainement que vous êtes intéressés à savoir, mais on a parlé de 10, mais pourquoi c'est 3 qui sont directement liés à l'opération? Qu'est-ce que ça reprend les autres là? Alors parmi les 10, les 7 autres qui restent, il y a ceux par exemple qui ont été des responsables pour fournir par exemple des Rivotril, qui est un produit médicamenteux dont le but par exemple c'est de lutter contre l'épilepsie. Mais pris à une certaine dose, il vous rend fou en fait. Et donc il y a des gens qui étaient là dans le but de racheter ce produit et de le commercialiser, soit au Niger, soit au Mali, et qui le donnent en fait aux terroristes pour les permettre donc d'agir en tant que kamikazes. Donc tout ce monde a été pris donc, dans le cadre donc, des opérations en cours dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons constaté qu'il y a également des groupes qui viennent sous prétexte d'aller porter la bonne nouvelle, finalement, sont des agitateurs invétérés qui sont des spécialistes dans le lavage des cerveaux pour constituer justement ce qu'on appelait des échantillons de mouvements djihadistes sur notre sol. Et même pour nos ambassades à l'extérieur, nous avons demandé qu'il y ait un peu plus de vigilance par rapport à la délivrance des visas pour des gens qui viennent pour semer la bonne nouvelle et qui, en dernière analyse, veulent semer la mort en lieu et place de la bonne nouvelle. Mahmoud Atankwano des éditions Le Pays. J'ai 2 petites questions pour le ministre d'État. La première, il avait été annoncé juste au lendemain des attaques perpétrées de l'autre côté à Splendid Hotel. Il avait été annoncé le retour des soldats burkinabés qui sont à l'extérieur en mission. Aujourd'hui, combien sont-ils qui sont revenus au pays? La deuxième question, Monsieur le ministre, vous avez parlé de 3 femmes qui ont été interpellées dans le cadre des enquêtes. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir plutôt une idée de la nationalité de ces 3 femmes qui ont été interpellées? Parmi les 3, il y a au moins une femme qui n'est pas d'ici. Et si elle a été interpellée, c'est au regard des indices et des faisceaux donc, de recoupement d'informations que nous avons par rapport à cette personne qui a eu des contacts, et des contacts venant de l'extérieur, et des personnes sur lesquelles pèsent des soupçons. Donc, vous comprenez que quand il y a des éléments comme ça, il est tout à fait indiqué d'écouter cette personne-là. Le retour des militaires. Je sais que nous avons 3 bataillons qui sont hors du Burkina. 3 bataillons, 2 au Mali et 1 au Darfour. Et compte tenu des besoins que nous commençons à ressentir en personnel, puisqu'il faut ouvrir des postes pour mettre des unités, des personnels militaires pour la défense des frontières, et il avait été demandé d'approcher donc les Nations Unies pour que nous puissions faire revenir
un des bataillons, et notamment celui qui est au Darfour. Ce qui est sûr, des dispositions sont prises au niveau de la hiérarchie de l'armée pour que cette question-là soit résolue le plus tôt possible pour nous permettre de continuer la réorganisation de l'occupation de l'espace territorial en vue d'une meilleure sécurisation des populations, qu'elles soient rurales ou urbaines. Par rapport aux trois dames, en réalité, il y avait une voiture V8 qui a été beaucoup utilisée dans les opérations à la fois à Grand Bassam et à Capucino, et qui servait à transporter les djihadistes, mais également le matériel. Et le chauffeur principal donc, de ce véhicule a été identifié, et c'est sa sœur qui a été interpellée au Burkina. Donc, ce n'est pas un Burkinabé, ça veut dire que sa sœur n'est pas Burkinabé également. Maintenant, les deux autres femmes, il y a une qui est la femme d'un des grands suspects qui a été interpellée, et dans l'interpellation, sa sœur était également présente, donc ça fait 3 femmes. Hervé Dapa de BF1 Télé. Est-ce que nous avons des informations sur le docteur Elliott qui n'a pas été retrouvé alors que sa femme a été libérée? En ce qui concerne le docteur Elliott, contrairement à ce qu'on peut penser, les investigations se poursuivent. Donc, chaque jour que Dieu fait, le balai continue son mouvement. Nous travaillons aussi avec l'extérieur. Mais ce qui est sûr, nous avons eu des informations sur une localisation probable de l'endroit où est ce docteur. Mais ce n'est pas un territoire burkinabé. Donc on est obligé de travailler avec les amis de l'extérieur pour vérifier ces informations. Nous avons bon espoir que petit à petit, l'étau va se resserrer sur les assaillants et notamment sur ceux qui ont pu faire cet enlèvement. Alors, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, c'était vraiment un point de presse pas comme les autres exceptionnellement. La conclusion est à vous. Chers consoeurs et chers confrères, je voudrais vous rappeler que le SIG à votre disposition, c'est le service d'information du gouvernement, et je n'arrête pas de vous le rappeler. Son Excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré nous a dit que nous sommes redevables et que nous avions obligation de vous répondre lorsque vous nous posiez des questions. Encore une fois, merci pour cette participation. Je voudrais juste que l'on se quitte en toute bonne fraternité et confraternité et qu'on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain point de presse. Bon retour dans vos rédactions respectives et bon week-end à vous.